Elle portait des vêtements qu'elle ne reconnaissait pas, couverts de sang. Il était entièrement nu sous la ceinture. Ils sont partis du principe qu'elle avait halluciné. Personne ne se doutait que le problème avait pris de telles proportions. Année après année, les femmes engagées dans l'armée américaine sont brutalement agressées par un ennemi qu'elles côtoient de près. Un général m'a dit « Les femmes n'ont rien à faire ici, elles vont être violées. » Une culture qui considère la femme avant tout comme un objet sexuel. Une culture qui fermerait les yeux sur les violences faites aux femmes. Je comprenais pas pourquoi l'armée le protégeait. Si je pense que son viol à l'académie a contribué à son décès, absolument. Il reste à savoir si les femmes peuvent aujourd'hui s'engager dans l'armée sans risque. Pour Vanity Fair, la journaliste Clara Bingham a mené l'enquête. Son récit a été publié dans les pages du magazine sous le titre « Des hommes d'honneur ». Le voici en images. L'Air Force Academy, le prestigieux centre de formation des officiers de l'armée de l'air américaine. C'est motivé par son sens du devoir que la jeune Lynn Hall, 18 ans, décide de s'engager. Elle rejoint la promotion de 2005 avec un rêve en tête, devenir pilote de chasse. J'ai grandi juste à côté de l'académie. Debout sur le mur de la chapelle qui surplombe l'école, je regardais les cadets défiler. Je me souviens que même lorsque j'étais petite, je trouvais ça très beau. L'Académie n'accepte que 9% des candidats. Pour être admis, il faut obtenir d'excellentes notes à l'examen d'entrée et être nommé par le membre du congrès de sa circonscription électorale. En 2003, seulement 11% des élèves étaient des femmes. Quand on est arrivé à l'académie, le cadet qui nous a accueillis nous a dit « Si ces 4 prochaines années, vous n'êtes pas prêt à relever le défi de votre vie, descendez tout de suite du bus. » Je me rappelle m'être dit « Non, je suis prête. » Ce que ces jeunes femmes ignoraient, c'est qu'elles étaient sur le point de pénétrer dans un monde extrêmement sexiste, pétri de machisme. Elles avaient 18-19 ans. Elles étaient toutes d'excellentes élèves. Beaucoup d'entre elles étaient vierges et donc très naïves vis-à-vis des hommes qui pouvaient être dangereux pour elles. J'avoue qu'au tout début, j'ai eu quelques surprises. J'arrivais pas, par exemple, à faire autant de traction que les autres. Alors on m'a dit que j'étais faible. Et non seulement ça, mais que si je l'étais, c'était parce que j'étais une fille. Selon un sondage, un cadet sur 5 considère que les femmes n'ont pas leur place dans l'armée. L'ironie dans tout ça, c'est que l'Air Force se targue d'être le corps d'armée le plus ouvert aux femmes. Et c'est effectivement le cas. En 2003, c'était la seule branche de l'armée dans laquelle 99,7% des postes pouvaient être occupés par des femmes. Même dans les années 2010, on continue d'avoir une culture très sexiste au sein de l'armée. Les femmes ne sont toujours pas considérées comme les égales des hommes, mais comme étant plus faibles. Beaucoup de cadets pensent que si elles ont été admises, c'est uniquement pour des raisons de quotas. Il y a beaucoup de jalousie de la part des cadets garçons. Ils pensent qu'elles leur volent leur poste ou leur place au sein de l'académie. Comme tous les nouveaux élèves, qu'on surnomme les 4 degrés, Lynn va devoir passer par 9 mois d'initiation avant d'être officiellement considérée comme un cadet de l'académie. Une initiation qui prend la forme d'un bizutage permanent. Les 4 degrés n'ont pas le droit de marcher sur le campus. Ils doivent toujours courir. Lorsqu'ils sont au réfectoire, ils doivent tout mastiquer 7 fois avant d'avaler.
Ils doivent faire absolument tout ce que leur demandent les aspirants. C'est un système qui, en soi, donne lieu à de nombreux abus. C'était assez facile de supporter toutes ces règles bizarres quand on pouvait les prendre sur le ton de l'humour. Là où ça devenait plus difficile, c'était pour les exercices sous la douche. Des rituels humiliants et officieux que doivent subir tous les cadets, hommes comme femmes. L'aspirant leur demande de se déshabiller entièrement et de traverser les douches en courant, sachant que l'eau qui en coule est soit brûlante, soit glacée. Et puis, il leur ordonne de faire des pompes sous l'eau, toujours nus, pendant qu'ils les regardent. Ces règles doivent être suivies à la lettre. Un 4 degrés ne peut jamais initier une conversation avec un aspirant, et encore moins devenir son ami. Toute forme de socialisation, ainsi que les rapports sexuels consensuels, sont formellement interdits sur le campus. Les 4000 cadets sont répartis entre 2 dortoirs. Les hommes et les femmes logent à côté les uns des autres. Un jour, Lynn entend parler de l'Aéroclub, un groupe au sein de l'académie qui permet aux cadets titulaires d'une licence de piloter pour le plaisir pendant le week-end. Le responsable du club, un aspirant, explique à Lynn que pour pouvoir y entrer, elle va devoir passer un test. Il m'a renseigné sur le test, mais j'avais l'impression qu'il avait surtout envie d'engager une conversation personnelle avec moi. J'étais surprise qu'il se montre aussi avenant. Il m'a demandé de l'appeler par son prénom, ce qui était contraire au règlement. J'étais un peu réticente, mais comme on est censé faire tout ce que nous disent les aspirants, j'ai fini par accepter. L'aspirant lui propose alors de l'aider à préparer le test d'entrée. Le soir du 1er décembre, il lui donne rendez-vous à la bibliothèque de la base. L'académie possède toute une collection de textes anciens sur l'aviation, qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore vus. Je me suis dit qu'il voulait peut-être me les montrer, puisqu'ils étaient à l'étage. Il a pris les escaliers. Il n'y avait personne d'autre que nous. Je l'ai suivi et il m'a conduite jusqu'au fond de la bibliothèque où se trouvent des tables d'études. Je lui ai dit « C'est là que tu veux travailler ?» Et c'est là que j'ai compris que ce n'était pas ça qu'il voulait, qu'il n'était pas là pour m'aider à préparer mon test. J'étais tétanisée. Ce dont je me souviens ensuite, c'est que j'étais par terre avec mon pantalon sur les chevilles. Lui était entièrement nu sous la ceinture. J'ai essayé de me dégager, mais il a posé son genou sur ma cuisse. Et je n'ai plus pu bouger. Qu'il me viole, ça confirmait toutes les peurs que j'avais. Que je n'avais rien à faire là, que les femmes étaient effectivement plus faibles. Que moi, surtout, j'étais faible. Ce qui conduit entre autres aux agressions sexuelles et aux viols dans l'armée, c'est la mentalité machiste qui règne au sein de l'Air Force, cette culture qui considère la femme avant tout comme un objet sexuel. Michaela Schaeffer, colonel de l'Air Force à la retraite, sait très bien que cette attitude condescendante vis-à-vis des femmes touche aussi la direction de l'académie. Un général m'a même dit « Les femmes n'ont rien à faire ici. Elles devraient savoir que si elles viennent, elles vont être violées. » Selon les années, il y a entre 20 000 et 26 000 cas d'agressions sexuelles par an au sein de l'armée, hommes et femmes confondus. Violée par un aspirant, Lynn n'a rien dit à personne. Unité, loyauté. Le code d'honneur est sacré. Alors, elle préfère taire son noir secret. Il existe un code d'honneur qui les encourage à ne pas se dénoncer les uns les autres. Mais avec le temps, ce code est devenu une sorte de loi du silence. Beaucoup de femmes pensent que si elles signalent leur viol, il y aura des représailles. On leur a dit que si elles étaient violées, il valait mieux ne rien dire si elles ne voulaient pas être renvoyées de l'armée.
J'étais tellement conditionnée que je me disais que si j'avais été violée, c'était justement parce que j'étais faible, parce que j'étais une femme. Mais pour Lynn, l'épreuve ne va pas s'arrêter là. Bien au contraire, et très vite, elle va devoir se battre pour sa vie. Cadet de l'Air Force, Lynn Hall s'est fait violer par un aspirant qui a abusé d'elle après avoir prétexté l'aider à entrer dans un club de pilotage. Le lendemain au réveil, je me suis jamais vraiment dit « j'ai été violée ». Je me suis juste rendu compte que je ne pourrais pas entrer à l'aéroclub et qu'il fallait que je l'accepte. Lynn se plonge alors dans ses études, en essayant d'oublier ce qui lui est arrivé. Mais 2 semaines plus tard, quelque chose d'étrange se produit. J'étais à mon bureau et, en me levant, j'ai été prise de violents maux de tête. J'ai tout de même réussi à passer mon partiel de chimie. J'étais tellement malade que j'ai vomi pendant l'examen. Et c'est là que j'ai compris que je ne pourrais pas valider ma matière. Lynn retourne alors dans sa chambre et s'écroule sur son lit. Le lendemain matin, tout juste capable de marcher, elle se rend aux urgences. Une ponction lombaire révèle alors qu'elle souffre d'une méningite. Elle est admise d'urgence à l'hôpital. Il fallait avant tout que je me soigne. Alors j'ai juste pensé à guérir. Je voulais retrouver la santé. Après 5 jours de traitement intensif, elle quitte l'hôpital. Elle reste affaiblie, mais espère que tout sera rentré dans l'ordre d'ici le début du semestre suivant. Les 2 premières semaines du second semestre ont été très difficiles. J'étais un peu vaseuse, j'avais des absences pendant les cours. Et c'était particulièrement pénible pour moi parce que j'avais toujours été une excellente élève. C'était horrible pour moi de ne pas arriver à suivre, surtout dans les matières académiques. J'avais l'impression de perdre pied. Lynn est tellement affaiblie qu'elle arrive à peine à monter les 4 étages qui mènent à sa chambre. C'est là que j'ai compris que j'avais quelque chose de grave. Le lendemain, à l'ouverture de l'infirmerie, je suis retournée voir le médecin. Je lui ai expliqué que j'étais vraiment malade. Il m'a répondu que j'avais un trouble de l'adaptation, que c'était à cause de ça que j'étais tout le temps malade, et qu'il ne pouvait rien y faire. Ce trouble de l'adaptation désigne dans le jargon militaire quelqu'un qui a du mal à s'adapter à la vie dans l'armée. Les médecins me traitaient comme si je faisais semblant d'être malade, ou comme si j'étais juste quelqu'un d'incompétent, qui essayait de trouver un moyen de se faire dispenser. Cela fait maintenant plusieurs semaines qu'elle a été violée, et Lynn n'a toujours pas signalé son agression. En fait, elle n'en a même parlé à personne. Je me sentais seule, isolée. J'avais l'impression que personne ne pouvait comprendre ce que je vivais. C'est alors qu'apparaissent de nouveaux symptômes inquiétants. Des plaies sur les parties génitales. Sous le choc, Lynn en cherche la cause et se rend vite compte qu'elle a attrapé le virus de l'herpès. Elle retourne immédiatement voir le médecin. Quand il a eu fini de m'examiner, il m'a demandé si j'avais des relations sexuelles. Et je lui ai répondu que non. Je n'avais jamais couché avec personne à ce moment-là. Je n'ai même pas pensé à lui parler du viol. Le médecin lui confirme qu'elle a bien attrapé un herpès génital et une forme de méningite provoquée par le virus. Une maladie qui pourrait s'avérer mortelle. J'ai appris que le virus, qui avait d'abord causé une infection dans le fluide autour du cerveau, provoquait à présent une encéphalite, c'est-à-dire une infection du cerveau lui-même. Les patients qui souffrent d'encéphalite herpétique non traitée, comme c'était mon cas, ont un taux de mortalité de 70%. Pour la première fois, je me suis dit que non seulement cet homme avait pris quelque chose qui ne lui appartenait pas,
mais qu'il menaçait aussi ma carrière. Mais je n'avais jamais pensé que je pourrais en mourir. Lynn est de nouveau admise à l'hôpital. Son officier supérieur exige de savoir comment elle a contracté la maladie. Alors, pour la première fois, elle évoque le viol dont elle a été victime, mais refuse de nommer son agresseur. Il s'est tu un instant et puis il m'a dit « Je ne peux pas vous dire qui, mais il y a d'autres femmes sur le campus qui ont vécu la même chose. » Lynn est sur le point de découvrir qu'à l'académie, les agressions sexuelles sont un problème beaucoup plus pernicieux qu'elle ne l'aurait imaginé. Clara Bingham, journaliste à Vanity Fair, enquête sur plusieurs affaires d'agression sexuelle à l'Air Force Academy. Quand je me suis rendue sur place et que j'ai interviewé ces femmes, je me suis rendu compte que le problème était beaucoup plus important que ce que je pensais. Lynn Hall se remet d'une méningite herpétique, une maladie potentiellement mortelle causée par le virus que lui a transmis l'aspirant qui l'a violée. 4 mois se sont écoulés depuis qu'elle a officiellement signalé le viol à son officier supérieur et qu'elle a découvert qu'elle n'était pas la seule dans son cas. D'un côté, je trouvais ça horrible que d'autres femmes aient aussi été violées. Mais en même temps, ça m'a fait du bien parce que ça me prouvait que le problème ne venait pas de moi. Mais les cadets sont tenus par un code d'honneur. À l'académie, la loyauté exige de passer par la hiérarchie. Le problème, c'est que l'officier supérieur de Lynn ne signalera jamais le viol. Dans de nombreux cas, ils considèrent que la victime a mérité ce qui lui est arrivé. Et malheureusement, c'est certainement la pire attitude qu'un officier puisse avoir. Le souvenir de l'agression continue de hanter Lynn. Un de ses supérieurs l'encourage à s'adresser à la conseillère en charge des victimes sur le campus. La conseillère a souhaité que toutes les victimes se rencontrent. J'étais morte de peur. Plusieurs femmes se trouvaient dans la même situation. Et chacune d'entre elles a compris ce jour-là qu'elle n'était pas un cas isolé et que c'était au contraire très courant. 3 de ces femmes affirment avoir été agressées par un cadet du nom de Don Costa Sewell, qui est aussi accusé d'avoir violé une civile handicapée. Il a sodomisé une fille qui souffrait d'infirmité motrice cérébrale et qui était en fauteuil roulant. Il l'a fait avec une telle violence qu'elle saignait et s'est retrouvée à l'hôpital. N'empêche qu'il était toujours à l'académie, sur le point de devenir officier. La police de Los Angeles arrête Sewell en décembre 2001. Il est alors confié à la police militaire, qui, évoquant les principes de confidentialité et la présomption d'innocence, lui permet de retourner à l'académie en attendant un procès militaire. Don Costa Sewell était accusé d'avoir violé 3 femmes à l'académie. Mais il continuait à ne pas être inquiété. C'est quand il a violé une civile qu'il a été puni pour la première fois. Parce que sur ces questions-là, la loi civile est beaucoup plus sévère que la législation militaire. J'étais hors de moi. Je ne comprenais pas pourquoi. Pourquoi l'armée le protégeait? Selon mon expérience, les officiers supérieurs considèrent souvent les accusés comme des éléments plus importants de leur unité. Alors, à choisir, ils préfèrent prendre parti pour l'accusé que pour la victime, qu'ils considèrent souvent comme le problème. On était donc face à un véritable problème de fond, qui prouvait que la mentalité de l'académie était particulièrement malsaine. Le procès de Sewell, accusé d'avoir violé une civile, s'ouvre en octobre 2002. Il est inculpé de sodomie sous contrainte et plaide coupable. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il sera exclu de l'académie. Il est condamné à 18 mois de réclusion dans une prison militaire et renvoyé de l'armée pour faute grave. Il ne sera en revanche jamais inquiété pour les viols commis sur la base.
J'ai beaucoup discuté avec des victimes d'agressions sexuelles. Et je sais que c'est véritablement un sacrifice que de parler publiquement de ce qui est arrivé. Sharon Fulilove faisait partie de la promotion 2003. C'était une excellente élève. Et sa mère était aussi dans l'Air Force, ce qui veut dire qu'elle était la seconde génération de femmes de la famille à s'engager dans l'armée. Sharon était ravie d'entrer à l'académie parce qu'elle rêvait d'être pilote depuis toute petite. Ses deux parents étant dans l'armée, elle a déjà une idée de ce qui l'attend sur place, y compris en ce qui concerne le bizutage. Ça ne lui faisait pas plus peur que ça. Elle avait entendu son père raconter ses histoires de formation et de bizutage. Elle savait qu'il fallait s'y attendre et juste serrer les dents. Je n'ai jamais pensé qu'elle serait en danger, ni eu peur qu'elle ne réussisse pas. Pourtant, un soir, alors que Sharon et 3 autres cadets filles ont décidé d'aller au cinéma, toute sa vie va basculer. C'était le vendredi, juste avant Thanksgiving. À la fin du film, un des aspirants de la base a proposé de les ramener. Le conducteur a d'abord déposé tout le monde, et puis avant de la ramener à sa chambre, il a pris la direction de la forêt. Il a verrouillé la portière et violé Sharon. Elle était terrifiée. Elle a essayé de se débattre, mais il était beaucoup plus grand qu'elle. Après l'avoir violée, l'aspirant l'a reconduit à sa chambre. Avant qu'elle ne descende de voiture, il lui a dit de n'en parler à personne. Il lui a dit de retourner dans sa chambre, de se nettoyer, de prendre une douche. Il a ajouté qu'il allait la surveiller et qu'il ferait en sorte de faire disparaître toutes les preuves. Elle devait être morte de peur. Sharon n'a pas signalé le viol immédiatement, parce qu'elle savait que si elle le faisait, ça aurait des répercussions sur sa carrière. Ce serait difficile pour elle de prouver ce qui s'était passé, comme ça l'avait été pour les autres victimes. Michaela Schaeffer ne connaît que trop bien les positions tacites de l'armée sur la question du viol. Quand j'étais capitaine, j'ai été abusée sexuellement par un officier supérieur. Quand ma fille m'a appelée pour me dire que tout à coup elle voulait quitter l'armée, j'ai su qu'il lui était arrivé la même chose. 2 semaines plus tard, Sharon quitte officiellement l'académie. Mais lorsque sa mère, alors lieutenant-colonel, devient directrice adjointe de la clinique de la base, elle est régulièrement amenée à croiser l'agresseur de sa fille. Comble de l'ironie, il s'agit du conseiller en charge des affaires de viol. C'était très dur de le savoir là. Il n'était pas digne d'être officier de l'Air Force. Ça me mettait hors de moi de voir qu'il était toujours en poste et pouvait potentiellement faire d'autres victimes. J'ai dit à ma fille qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, qu'il fallait qu'elle porte plainte. Et c'est ce qu'elle a fait. On a fini par prendre rendez-vous avec le bureau des enquêtes spéciales de la base, l'OSI. La réaction que va susciter sa plainte sera pour le moins surprenante. They told me I was a liar. And they told me that none of this happened and I had actually made the whole thing up and I just didn't want to be at the academy and I was a terrible cadet and I wasn't doing well and so this was my excuse to leave. Elle a été traumatisée une seconde fois de voir qu'on ne la croyait pas. Et moi, je me sentais coupable de l'avoir forcée à sortir du silence. Alors je me suis adressée au commandant et j'ai vite compris que l'image de l'Air Force Academy était bien plus importante que ma fille. Le commandant m'a dit en gros qu'il ne s'était rien passé. Et je me souviens lui avoir répondu « J'espère que vous n'attendrez pas que votre propre fille se fasse violer pour ouvrir les yeux sur ce qui se passe réellement sur le campus. » Furieuse que les efforts de sa mère aient été balayés ainsi, Sharon mobilise 3 autres victimes et déclare publiquement la guerre à l'académie. Ils claquaient les portes en criant « Ces salopes, ces putains de menteuses, elles veulent nous détruire. » Pendant des semaines et des semaines, on a dû subir leur furie. Sharon Fulilove et 3 autres femmes ont décidé de briser le silence et de signaler le viol dont elles ont été victimes lorsqu'elles étaient à l'Air Force Academy.
Alors, quand les autorités refusent de les croire, elle décide courageusement de rendre l'affaire publique. Lately, there have been grave questions about both character and leadership at the Academy. Accusations that some cadets, current and former, were sexually assaulted and then punished for coming forward. Secretary James Roche got a standing ovation at last night's events, vowing to make sure cadets can come forward without fear and promising to go after the offenders. Les aspirants se sont mis à hurler dans les couloirs pendant la diffusion. Ils claquaient les portes en criant « Ces salopes, ces putains de menteuses, elles veulent nous détruire ». Pendant des semaines et des semaines, on a dû subir leur furie. Il leur a fallu énormément de courage pour alerter le public. Elles n'étaient que 3, et elles ont décidé de s'attaquer à cette entité énorme et monolithique, le département de la Défense. Ça montre à quel point elles étaient fortes. Lorsque Vanity Fair publie l'article de Clara Bingham en décembre 2003, ce sont des dizaines d'autres femmes qui sortent enfin du silence et évoquent leur viol à l'Académie. Personne ne se doutait que le problème allait prendre de telles proportions. 142 femmes se sont manifestées. Un chiffre hallucinant. Surtout quand on pense que c'est bien plus que le nombre d'élèves féminins à l'Académie. Ça touchait aussi d'anciens cadets. Le département de la Défense a alors immédiatement lancé une enquête. Le Pentagone promet alors des mesures drastiques et remplace 3 des officiers les plus gradés. De nouvelles politiques sont également mises en place pour prévenir les abus sexuels. Il existe désormais des procureurs spécialisés pour que les victimes d'agressions sexuelles et de viols obtiennent réparation. L'Académie a été obligée de réagir. Ça a été un énorme scandale. La direction a demandé à toutes les femmes qui avaient été violées de déposer officiellement une plainte parce que beaucoup d'entre elles ne l'avaient pas fait. En octobre 2003, 2 ans après son viol, Lynn Hall finit par dénoncer son agresseur. Lorsque les enquêteurs de l'Air Force interrogent l'aspirant, ce dernier affirme que Lynn était consentante. Les officiers à qui j'ai parlé m'ont cru. Je crois que s'ils n'ont pas douté de moi, c'est que d'autres personnes avaient déjà accusé le même homme. Pendant 6 mois, ils ont essayé de réunir les preuves nécessaires, mais ils n'ont pas réussi à réunir assez d'éléments pour aller jusqu'au procès. Lynn n'avait aucun moyen de prouver ce qu'elle disait. Le temps qu'elle porte plainte, toutes les preuves ADN avaient disparu, comme les preuves physiques. Alors c'était juste sa parole contre celle de son agresseur. 3 mois après avoir publiquement dénoncé l'homme qui l'a violée et lui a transmis l'herpès qui a causé sa méningite, Lynn est convoquée devant une commission d'expertise médicale. Ils m'ont envoyée à San Antonio pour une évaluation médicale complète. Sur place, le neurologue m'a dit que même si, étant donné les circonstances, j'étais plutôt en bonne santé, ce n'était pas suffisant pour que je puisse devenir officier dans l'Air Force. J'ai été limogée en janvier 2004. J'ai eu la sensation qu'on me punissait. Lorsqu'une femme dénonce le viol dont elle a été victime, les représailles sont tellement violentes qu'on tombe dans une autre forme de violence, presque aussi horrible que l'agression elle-même. La loi du silence semble toujours d'actualité. Et la question des agressions sexuelles aussi. San Angelo, au Texas. L'Académie militaire de Goodfellow, une école d'élite aux portes du désert. Maya Bilton Smith, 20 ans, fait partie des 300 élèves soldats de la base. Elle se prépare à devenir officier du renseignement militaire dans l'US Air Force. Maya était une élève brillante. Elle a eu son bac avec mention très bien. Elle pouvait choisir n'importe quelle fac et elle a décidé de s'engager dans l'armée parce qu'elle voulait suivre les traces de son père, son oncle et son grand-père. Après des tests psychologiques approfondis, on obtient son habilitation de sécurité pour commencer sa formation de spécialiste renseignement d'origine électromagnétique.
Ça consiste surtout à déchiffrer des messages codés, à lire ceux qui sont en morse ou à traduire les communications. En gros, on manipule du matériel et on relaie les communications. Maya était très contente de démarrer ce nouveau chapitre de sa vie. On était tous ravis pour elle. Il était aux environs de 21h30. Maya venait de se disputer avec sa compagne de chambrée, alors elle a quitté la chambre. Elle s'est alors rendue dans un endroit à Goodfellow qu'on surnomme le fumoir, où les soldats viennent se retrouver. Et là, elle s'est fait offrir 2 cigarettes. C'est après les avoir fumées qu'elle a commencé à ne pas se sentir bien du tout. J'avais des visions, comme si j'étais en train de rêver. J'ai eu l'impression d'être attaquée, non pas par une seule personne, mais par plusieurs. C'était une expérience vraiment terrifiante. Et je ne savais vraiment pas quoi faire. Après quelques instants, elle perd connaissance. 1 heure plus tard, elle se réveille derrière un des hôtels de la base. Elle ne sait pas comment elle est arrivée là et ce qui lui est arrivé. Quand elle est revenue à elle derrière cet hôtel, elle portait des vêtements qu'elle ne reconnaissait pas, couverts de sang. J'étais blessée, je saignais. Il y avait du sang partout. J'avais mal à plein d'endroits. Je sais pas. C'est difficile d'en parler. Vous imaginez ce qu'on ressent quand on est maman? Quand j'ai appris que Maya, qui était partie là-bas faire quelque chose de sa vie, venait d'être violée, ce n'est pas pour qu'il lui arrive ce genre de choses qu'elle s'était engagée dans l'armée. Maya a alors appelé son père, lui a raconté ce qui lui était arrivé et lui a demandé conseil. Elle était désemparée. Physiquement et mentalement, j'étais complètement bouleversée. J'avais l'impression que j'allais mourir. Je ne voulais pas qu'on me touche. Je craignais pour ma vie. Son père lui a dit « Préviens tout de suite quelqu'un, va voir ton supérieur ». Alors on l'a emmenée dans une clinique militaire, puis elle a été transférée dans un établissement psychiatrique. Le tabac des cigarettes que Maya s'est fait offrir par les cadets pourrait avoir été mélangé à du formaldéhyde. Maya est admise en service psychiatrique dans un état de détresse intense. On l'a enfin autorisée à m'appeler. Et la première chose qu'elle m'a dite, c'est qu'ils étaient persuadés qu'elle avait tout inventé. Elle avait été agressée sexuellement et elle souffrait physiquement. Elle se tuait à dire à ses supérieurs ce qui lui était arrivé. Mais ils sont partis du principe qu'elle avait halluciné et qu'elle n'avait jamais été violée. Tina exige que sa fille soit transférée dans un établissement hors base, loin de son agresseur. Mais pour obtenir ce transfert, elle doit officiellement déposer plainte pour viol. J'ai demandé à l'infirmière si le viol avait été officiellement signalé, puisque Maya disait qu'elle avait rempli un rapport la nuit précédente. Elle m'a répondu qu'il n'y avait aucune trace d'un dépôt de plainte officiel. Ce n'est que 2 semaines après son admission en clinique psychiatrique qu'une plainte est enfin officiellement déposée. Ils n'ont pas fait de dépôt de plainte avant le 20 avril de cette année-là. Du coup, il n'a jamais été inquiété. Il n'y a jamais eu de véritable enquête. Ils se sont juste dit, de toute façon, elle est folle, elle a tout inventé. À sa sortie de la clinique, les médecins lui prescrivent plusieurs médicaments, dont certains constituent un traitement contre la bipolarité. Un diagnostic que Tina, Maya et son avocate rejettent en bloc. N'oublions pas que la NSA lui a décerné une habilitation de sécurité parmi les plus difficiles à obtenir.
Il n'avait jamais été question de bipolarité, du tout, avant qu'elle soit droguée et agressée. Tout le monde me voyait comme la tarée de service. Ils me donnaient l'impression que c'était ma faute, que c'était moi qui avais un problème. Ce n'était plus un endroit où Maya se sentait à sa place. Elle ne s'y sentait plus en sécurité. Et malheureusement pour Maya, la souffrance et l'humiliation sont loin d'être terminées. Maya Bilton Smith, cadet de l'US Air Force, a été admise dans un hôpital psychiatrique après avoir été violée. Sa mère tente de la faire transférer sur une autre base, en vain. Alors, après 4 mois d'absence, elle est de retour à Goodfellow, où elle a été agressée. Et c'est alors que l'impensable se produit. Le soir du 29 juillet, elle monte à la buanderie laver son linge. Plusieurs heures plus tard, des amis la retrouvent couverte de sang. Elle a des lésions sur tout le corps. Elle avait déjà été agressée sexuellement et elle l'a été de nouveau. Une ambulance est venue la chercher. Elle se plaignait de violents maux de tête et elle avait du sang dans les cheveux. La mère de Maya, Tina Clements, reste avec elle, tandis qu'une infirmière l'examine à l'aide d'un kit post-viol. Elle dépose plainte le soir même auprès des autorités militaires. Ils ont envoyé les analyses à une base de l'Air Force dans le Colorado, qui a répondu que les résultats n'étaient soi-disant pas concluants. Pour Tina, cette agression est une forme de représailles destinée à punir Maya d'avoir porté plainte. On s'est vengé d'elle simplement parce qu'elle a signalé son viol pour éviter que ça arrive à d'autres. Et ces représailles ont failli lui coûter la vie. Une fois de plus déterminée à éloigner sa fille de la base de Goodfellow, Tina exige qu'elle soit transférée. Mais au lieu de cela, Maya est convoquée devant une commission d'expertise médicale, tout comme Lynn Hall. Maya et Tina sont venus me voir avec une copie du rapport d'expertise qui déclarait que Maya a été renvoyée sans compensation et sans que l'armée puisse être reconnue responsable de son état de santé. Elle était soi-disant psychologiquement trop instable pour l'armée. Ils affirmaient qu'elle souffrait déjà de bipolarité avant de s'engager dans l'armée et que cette maladie n'avait en rien été aggravée à cause de ce qui lui était arrivé sur la base. Ce n'est pas de bipolarité qu'elle souffre, mais de stress post-traumatique suite au viol. Maya fait appel de la décision de la commission et obtient de pouvoir rester dans l'US Air Force. Mais elle reste hantée par les souvenirs de ces agressions brutales. Alors, après un temps, elle décide de mettre un terme à sa carrière militaire et démissionne. 2 ans plus tard, elle finit par obtenir une pension. Elle me répétait qu'elle n'avait finalement jamais pu servir son pays. Et je lui ai répondu, si, tu l'as fait, mais différemment. Aujourd'hui, Lynn Hall continue à souffrir des complications de sa méningite herpétique, la maladie potentiellement mortelle qui lui a été transmise par son violeur. Quand j'y repense, je me rends compte à quel point j'étais naïve et ça me fait du mal. L'Air Force Academy est censée être réservée aux meilleurs. Le colonel Michaela Schaeffer continuera d'assister les victimes de viol au sein de l'US Air Force jusqu'à son départ à la retraite en 2013. Sa fille, Sharon Fulilove, décédera malheureusement en 2011 d'une maladie cardiaque diagnostiquée après son départ de l'académie. Elle est tombée malade et les douleurs psychiques se sont transformées en véritables problèmes physiologiques. C'est dur de vivre sans son enfant. Mais elle était courageuse. Elle aurait voulu que les gens sachent ce qui s'était vraiment passé. Si je pense que son viol à l'académie a contribué à son décès, absolument. Depuis la publication de l'article de Clara Bingham dans Vanity Fair, le ministère de la Défense a mis en place un bureau spécialisé dans la prévention des agressions sexuelles.
Cependant, le nombre alarmant de nouveaux cas a poussé la sénatrice Kirsten Gillibrand à s'engager personnellement contre ce fléau. While the vast majority of our service members serve our country honorably and bravely, and are simply the best our country has to offer, sexual violence in the military continues to occur at an alarming rate by a minority of service members who should not be serving. L'armée devrait donner l'exemple, surtout dans la manière dont on traite les femmes qui choisissent de servir sous les drapeaux. Il reste à savoir si la situation s'est véritablement améliorée depuis. Les femmes peuvent-elles aujourd'hui s'engager sans risque? En 2014, près de 6000 femmes ont porté plainte pour agression sexuelle. C'est un bond de 40% par rapport à 2 ans auparavant. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas avoir une force militaire efficace sans les femmes. L'armée doit pouvoir assurer la sécurité de ses soldats féminins. Il est temps que le président s'y engage.